Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébé. Et aujourd'hui, nous allons parler de diversification alimentaire et plus précisément d'introduction des textures et des morceaux. Alors pour ce faire, je reçois aujourd'hui le docteur Karine Garcette. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes pédiatre spécialisé en nutrition et gastro-entérologie à Paris. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce sujet aujourd'hui. En préparant ce podcast, vous nous avez dit à quel point l'introduction de différentes textures et puis des morceaux dans l'alimentation de bébé était un des enjeux de la diversification alimentaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, j'ai déjà parlé des enjeux de la diversification. La diversification a beaucoup d'enjeux. D'abord, les apports nutritionnels, les apports en fibres qui vont changer avec le passage du lait aux légumes, aux fruits. Les apports, effectivement, après les introductions d'allergènes. Les allergènes, c'est-à-dire de nouveaux aliments que le corps va devoir apprendre à tolérer. Et puis après, effectivement, on va être dans une découverte sensorielle avec le goût des nouveaux aliments. Les apprentissages, c'est une vraie découverte sensorielle. L'introduction, effectivement, des nouvelles textures, des morceaux, et donc qui vont introduire aussi et faire développer les capacités oromotrices. Et puis après, bien sûr, le plaisir de manger et bientôt d'arriver à la table avec la famille pour pouvoir manger comme le reste de la famille et de partager ce repas si important. C'est un véritable apprentissage et l'introduction des morceaux est une étape très importante de cette diversification. Et les parents vont devoir accompagner leurs petits bouts pour pouvoir effectivement passer toutes ces étapes. Alors, vous nous avez dit que c'était une étape dans la diversification, cette introduction des morceaux, des textures. Comment est-ce qu'elle se prépare ? Alors, ça va être très progressif. Tout d'abord, je voudrais juste dire qu'il faut que ce soit bien répété et régulier et que l'enfant, il va falloir s'adapter à lui, à ses capacités orales, son développement. Et puis, petit à petit, on va effectivement introduire des textures différentes avec le passage des textures lisses entre 4 et 6 mois et puis progressivement, à partir de 6 mois, des textures qui vont être grumeleuses et puis des petits morceaux qui vont être tout mous à partir de 8 mois et des morceaux qui vont être plus croquants et un peu plus fermes et un peu plus en morceaux importants qu'il va falloir un peu plus mâchouiller et un peu plus croquer à partir de 10 mois. C'est vraiment très important de le faire de manière très régulière. Et puis, c'est une période qui est très importante parce que cet apprentissage des textures, c'est aussi pas seulement une question alimentaire. Il faut aussi penser que l'enfant, pour découvrir tous ces aliments, il faut qu'il les touche, il faut qu'il les voit. Donc, on va les mettre sur la table. On va laisser les enfants les toucher. Et c'est une vraie découverte alimentaire. Mais ensuite, en non alimentaire, il faut laisser l'enfant jouer, mettre des objets en bouche, des objets qui vont être de texture, en fait, de dureté différente, de douceur différente, parce qu'il va appréhender avec sa bouche aussi un certain nombre de sensations qui vont lui permettre aussi de les retrouver quand il va commencer à manger. Oui, donc il découvre vraiment avec tous ses sens. Exactement. Et tout ça, c'est important. très important. Mm-hmm. Et alors, si je résume, c'est à partir de 6-8 mois. Vous m'avez dit que les morceaux commencent à être introduits. Et est-ce que ça a un rapport avec le nombre de dents et la présence ou non de dents ? Non, surtout pas. Parce que justement, c'est un vrai problème. Parce que les mamans attendent en règle générale, enfin les parents, on va dire, maman et papa, bien sûr, attendent en règle générale que les dents soient là. Or, en fait, nos 2 petites dents qui arrivent, les premières dents, elles nous servent devant à croquer. Oui. Or, l'enfant, il va commencer par prendre des aliments mous, qui va effectivement mâchouiller, qui va mettre dans sa bouche, il va les malaxer, il va les écraser et la mastication, elle se fait aussi après vers le côté, vers la mâchoire. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des dents. Et au contraire, quand on a un enfant qui a 2 dents, ils vont croquer un petit morceau et s'il est trop ferme, c'est là où il va être en difficulté. Donc, surtout, on n'attend pas les dents pour commencer à donner des textures qui vont être différentes et des morceaux. D'accord, très bien. Bon, alors pour nous, parents curieux, si vous devez être très concrète, comment on commence à introduire les morceaux ? Quel type de morceaux, quelle forme, quelle taille
Alors, le plus important d'abord, c'est de savoir, de connaître un petit peu l'enfant. Il faut que pour introduire des morceaux, dès qu'on va aller sur des morceaux un peu plus importants, en dehors des textures un peu plus grumeleuses, on va essayer d'aller sur des morceaux que l'enfant va pouvoir prendre éventuellement avec ses mains. Donc, il faut que l'enfant ait déjà une préhension. On dit il faut qu'il puisse attraper avec ses mains, qu'il ait la petite pince pouce-index. Il faut qu'il tienne droit. Un enfant qui est très hypotonique, avec la tête qui part en arrière, et bien sûr, il aura des difficultés à manger des morceaux. Donc ça, c'est déjà le côté installation et pratique. Est-ce qu'il faut qu'il se tienne assis déjà tout seul ou pas forcément? Alors, normalement, il vaudrait mieux qu'il se tienne assis pour manger des vrais morceaux. Dès qu'il va pouvoir les attraper, il vaudrait mieux qu'il soit effectivement en position bien assise. Après, on a quand même des enfants, si on maintient bien le dos, qui ont une bonne tenue de tête, si on les maintient bien dans un transat, par exemple, ils peuvent commencer à mâchouiller un tout petit peu de pain ou mâchouiller un petit peu de gâteau. Et puis après, on va faire l'introduction effectivement des morceaux petit à petit avec des légumes et des fruits qu'on va essayer effectivement de donner en petits morceaux fondants que l'enfant va écraser avec... alors, ils font au départ ce qu'on appelle un écrasement langue-palais. Et donc, on appuie avec sa langue et même un enfant peut manger des petites pâtes comme ça. Si elles sont bien fondantes, s'il y a un bon liant, ça va glisser et on appuie avec sa langue. Donc, la maman, elle peut le faire, le tester, c'est-à-dire en 2 coups de langue. Boum, elle va pas avoir besoin de beaucoup de mouvements, mais tout de suite, elle s'écrase et l'enfant peut les faire partir en arrière. Ça, c'est les petits morceaux mous fondants. Et puis après, on va aller sur des morceaux qui vont être un petit peu plus fermes, avec une taille moyenne de morceaux d'environ 1 à 2 cm. Enfin, en tout cas, il faut qu'ils soient souvent de moins de 3 cm, mais qu'ils puissent attraper. Donc, on peut faire des petits bâtonnets que l'enfant peut attraper avec ses mains et aussi mâchouiller. Voilà. Ou après, on les met dans l'assiette et l'enfant peut les attraper avec cette notion, effectivement, qu'il peut manger lui aussi. C'est-à-dire que c'est important de lui donner aussi une cuillère avec laquelle il va appréhender et où les laisser toucher toujours pareil avec ses mains, avoir ce plaisir de toucher, de porter à la bouche, de découvrir les textures. Et c'est important parce que il va découvrir les aliments par lui-même. C'est plus facile que si on lui donne. C'est comme si je vous bande les yeux et je vous mets quelque chose dans la bouche que vous n'appréhendez pas. Et bien, si je vous mets quelque chose qui est un peu désagréable, vous allez être vraiment très, très surpris. Et donc, voilà. Et puis, ce petit bonhomme, il aura beaucoup de plaisir à imiter la famille en se mettant à table. Dès qu'il tient bien assis avec toute la famille, il faut le mettre à table avec toute la famille pour qu'il ait ce plaisir de pouvoir toucher tous les aliments et les porter à la bouche. Oui, bien sûr. Puis c'est aussi un chemin, le début du chemin vers l'autonomie. C'est ce qui les excite et ce qui les anime, nos petits. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Et alors, est-ce qu'on peut, par exemple, mélanger 2 textures différentes pour proposer aux petits ? Alors, on peut faire les deux. On peut proposer effectivement une purée lisse et des morceaux d'un côté. On peut les mélanger, mais il faut savoir que certains enfants n'aiment pas du tout quand c'est mélangé. C'est-à-dire qu'ils vont être tellement surpris sur un mouvement de bouche qui est, quand c'est du lisse, j'envoie ma langue en arrière directement et je fais comme une sorte de lapage. Et donc, j'envoie vers l'arrière. Et quand il va y avoir un morceau, ils vont avoir une surprise sensorielle, justement. Ils vont ça ne va pas leur plaire et ils vont éventuellement avoir un réflexe nauséeux. Donc, à ce moment-là, les parents arrêtent tout en disant « Oh là là, c'est pas possible, il faut que je m'arrête, mon enfant ne tolère pas les morceaux ». Or, ça ne veut pas dire qu'ils ne tolèrent pas les morceaux, ça veut dire qu'on peut les séparer. Et il y a certains enfants, effectivement, on peut donner une purée lisse et à côté des petits morceaux qu'il va attraper à la main. Des morceaux, il va manger des boudoirs, il va grignoter des morceaux de pain, il va manger des petits morceaux de légumes à côté mous, mais il n'aimera pas quand ce sera mélangé. Alors, un exemple de bitexture, c'est des petites pâtes où on met 4-5 pâtes, entre guillemets, c'est vraiment des images, dans une grosse purée lisse, ou alors l'image pour l'adulte, c'est le bouillon de vermicelle, très liquide avec à l'intérieur des petites pâtes. Ce genre de texture, certains enfants ne les aiment pas du tout et donc on fait très attention avec ça. Ensuite, et ce qui est très important dans les textures après, qu'on va séparer un petit peu, par exemple, quand on fait des pâtes, il faut que les parents préparent des pâtes qui ne soient pas trop sèches. Il faut vraiment qu'elles ne soient pas al dente comme on les mange. Il faut qu'elles soient très molles, comme on a dit tout à l'heure, pour pouvoir les écraser en bouche. Et il faut que plus
l'aliment va être ferme, plus il faut qu'il y ait du liant. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une sauce. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre de la crème fraîche. Il ne faut pas hésiter à laisser un tout petit peu d'eau pour de la crème fraîche. Ça peut être du beurre en quantité, puisqu'il faut mettre des matières grasses. On va utiliser des petites sauces qu'on va faire. On a le droit de faire des petites sauces pour l'enfant pour qu'effectivement, ça glisse et ça parte effectivement facilement en arrière. Et donc, c'est comme ça qu'on peut mettre un enfant, peut manger effectivement des petites pâtes d'un côté et puis des petits morceaux de légumes d'un autre côté. Et alors ça peut être fait effectivement en fait maison ou en petits pots industriels qui préparent aussi ce genre de choses. Et il faut savoir qu'après, c'est la fondance et être sûr qu'il n'y ait aussi pas de résidus, de petits résidus qui existent quand on va fabriquer des haricots verts. C'est pareil, là, il peut y avoir un petit fil qui reste et ou une lentille qui n'est pas assez moelleuse qui va donner une petite peau que l'enfant va avoir du mal à supporter au niveau sensorialité, il va être surpris. Donc aussi, là, il va manifester une surprise et les parents vont dire « mon enfant ne supporte pas les morceaux et donc j'arrête ». Donc voilà, donc il faut savoir comment, parfois il faut s'adapter un petit peu à son enfant. Oui, votre conseil, c'est ne pas s'arrêter à la surprise de l'enfant, mais être à son écoute et essayer d'autres choses. D'accord. Et il faut d'ailleurs, l'enfant peut faire une grimace au début quand il commence des choses, il peut avoir des petites réactions et c'est très important de ne pas s'arrêter à ça parce que la grimace, c'est aussi un effet de surprise. C'est comme tout, il découvre ses apprentissages. Enfin, c'est un apprentissage comme on apprend à lire, comme on apprend à marcher, où c'est automatique, on marche normalement, mais le parent, il le tient au début. Là, c'est un peu pareil, il va le guider. Et donc, cette surprise qu'il va avoir, effectivement, quand il va commencer à manger des morceaux, il ne faut pas s'arrêter là et il faut répéter. Et donc, quand on aide un enfant à faire quelles que soient ses acquisitions, qu'elles soient motrices ou alimentaires, on va effectivement le faire progresser et répéter. Et je reviens sur ce que je disais un petit peu au départ, la régularité des choses, la répétition. Et effectivement, on s'inquiétera si au bout d'un mois de répétition, il y a une problématique effectivement que l'enfant n'y arrive toujours pas. D'accord, au bout d'un mois. Donc oui, l'apprentissage, ça prend du temps et de la régularité. Très bien. Il y a quelque chose dont je voulais vous parler, c'est la DME, la diversification menée par l'enfant. On en entend beaucoup parler aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer bien ce que c'est et puis nous dire ce que vous en pensez ? Alors, la diversification menée par l'enfant, c'est l'enfant qui effectivement choisit ses aliments. On lui pose un certain nombre d'aliments en morceaux devant lui et c'est lui qui décide de ce qu'il va manger. C'est pas du tout les parents. Et les parents aussi, ils proposent des choses et les mettent. Ou alors, ils mangent la même chose que la famille et on met plein de morceaux. La problématique d'une vraie DME pure, diversification donc menée par l'enfant, c'est que les apports nutritionnels ne sont pas toujours effectivement bons et qu'on peut avoir des carences, et notamment en fer par exemple, puisque le fer est principalement apporté par la viande et que la viande, ça va être un aliment qui va être assez difficile à mâcher en morceaux. Parce que c'est plus fibreux, donc c'est pas du tout l'aliment de priorité. C'est pareil, si on laisse un enfant attraper des légumes et qu'on a mis de l'huile dessus pour l'enrichir, pour que ce soit un peu plus riche, ça glisse et donc l'enfant ne pourra pas le manger. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait effectivement donner des morceaux à la main et c'est ce que moi j'appelle, ce qu'on appelle la finger food, c'est-à-dire qu'on peut faire une diversification menée par l'enfant en lui proposant des morceaux, mais aussi en lui donnant une alimentation à côté qui est plus riche et à la cuillère et qui va manger effectivement, ou qui mange même lui-même tout seul, à la cuillère s'il est capable de le faire, en l'aidant un petit peu, et avec des morceaux à côté. C'est effectivement beaucoup plus équilibré au niveau nutritionnel. D'accord. Alors, vous parlez de sensorialité. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un tout petit peu? Alors, manger, c'est vraiment une découverte sensorielle. C'est vraiment tous les sens qui sont mis en jeu. Voir, et d'ailleurs, il y a une progression. C'est voir. Ensuite, on touche. Ensuite, on sent. Ensuite, on va avoir, effectivement, quand on va mettre dans la bouche et qu'on va croquer ou qu'on va mâchouiller, on va avoir éventuellement un bruit. L'aliment, il se casse, par exemple, sur un gâteau. Il va se casser, donc il va y avoir un bruit. Et puis ensuite, il y a effectivement le goût qu'on va avoir dans la bouche. Donc, c'est une vraie découverte. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il puisse toucher pour pouvoir par lui-même arriver jusqu'à la bouche. Et c'est un peu comme vous, j'aime bien donner des exemples chez l'adulte aussi, parce que ça permet aux parents de comprendre. C'est si vous regardez une huître, tout le monde, rien que l'aspect, il y a plein de gens qui ne l'ont pas goûté, ils pourraient aimer, mais rien que l'aspect va être difficile. Donc il faut s'habituer et que l'enfant voit les aliments et qu'il les ait régulièrement devant lui pour pouvoir un jour
avoir envie éventuellement de le porter à la bouche. Et c'est pareil, votre odorat, il s'habitue. Et donc, on s'habitue aux odeurs parce qu'on va effectivement les sentir de plus en plus. Et donc, il y a des enfants qui vont mieux manger dans certaines cultures, ils vont mieux manger certains aliments que d'autres parce qu'ils sont habitués aux odeurs qui sont cuisinées par les parents dans la famille. Par exemple, une famille chinoise, elle ne cuisine pas du tout comme une famille française. Et donc, du coup, les odeurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, c'est des vraies découvertes sensorielles. Donc, on implique notre enfant avec tous ses sens. Et aussi, du point de vue de l'environnement, comment est-ce qu'on l'installe? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles faire particulièrement attention lorsqu'on introduit les morceaux? Alors, on l'a redit un peu tout à l'heure, il faut que l'enfant effectivement tienne droit, et vraiment la tête droite, pas hypotonique, pas avec une tête qui s'en va en arrière. Donc, j'ai parlé un peu du transat tout à l'heure. Alors, bien sûr, c'est un transat pas allongé, puisqu'on vient de dire qu'il faut qu'il soit droit. Donc, c'est les transats qui se relèvent, où l'enfant est un petit peu droit, mais a un dos maintenu. En fait, il faut que le dos soit aussi bien maintenu. Ensuite, quand l'enfant grandit un petit peu, il faut que les pieds soient bien à plat. On ne mange pas les pieds dans le vide. Donc, il faut que la chaise haute soit très adaptée pour pouvoir faire manger. En fait, ça, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un repose-pied et que l'enfant il soit bien assis, le dos droit. Et ensuite, moi, j'aime beaucoup les chaises hautes qui vont permettre à l'enfant très vite de pouvoir être à table directement. Pas la chaise haute avec le plateau, si on peut, pour pouvoir vraiment accéder à la table familiale et être dans l'imitation. Donc ça, c'est effectivement très, très important de pouvoir être dans cet entourage. Alors après, quand la maman, elle commence et au début, elle ne met pas nécessairement son enfant à table avec tout le monde, mais il faut qu'elle soit présente. Elle n'est pas sur son téléphone et puis il n'y a pas de distraction et on n'a pas la télé en fond. L'enfant, on ne lui met pas des jeux. On est vraiment complètement en lien avec son enfant. Voilà, le parent doit être bien en lien avec son enfant pendant le repas. C'est aussi très important. Ce moment est quand même très important parce que dans le phénomène de manger, c'est la socialisation et c'est le lien affectif aussi qui se met en place par cette alimentation. Oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a quand même le côté social aussi du partage de repas. Et puis souvent, quand ils sont plus grands, c'est là où on parle, on échange, on raconte sa journée, etc. Donc, c'est important. Ça fait partie des apprentissages, c'est très important. Ça se met vraiment en place tout petit. C'est comme le petit déjeuner après, où j'insiste pour que les parents prennent un petit déjeuner avec leurs enfants très tôt. Parce que c'est vraiment, effectivement, comme vous le dites, quelque chose qui se met en place très, très tôt. Oui, et c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que parfois, l'interaction avec un tout petit, pour nous, adultes, ça peut sembler limité. Donc, on a vite fait aussi d'être attiré par notre SMS ou quelque chose qui arrive, un écran. Ouais, du coup, c'est quelque chose de négatif. Oui, c'est très, très négatif, effectivement. Alors, on voit des parents qui, effectivement, peuvent mettre la tablette et donner à manger à leur enfant parce qu'ils n'arrivent pas à le nourrir. Et en fait, les parents veulent absolument nourrir leur enfant et donc mettre une tablette. Et souvent, l'enfant, il mange sans se rendre compte en regardant un petit dessin animé, même tout petit. On voit ça même à tout petit. Comme ça, on se dit, au moins, il est nourri, il a eu son apport nutritionnel. Et parce qu'effectivement, il va manger plus. Et on préfère, nous, en tant que professionnels, que l'enfant mange moins, mais par contre avec une interaction. Alors on peut jouer avec l'enfant, mais on joue autour de la nourriture. Par exemple, on peut avoir une petite cuillère qui va faire l'avion, on peut avoir, avec les morceaux justement c'est rigolo, on peut avoir montré à l'enfant qu'avec ses dents, le papa et la maman, ils font comme ça, avec un gâteau, avec un crackers, quelque chose de rigolo. On a tous fait avec les clémentines, le petit train. Donc, on peut avoir des comptines, on peut être en interaction. Et l'enfant, il va être dans l'imitation, donc il va avoir envie de faire la même chose et il va travailler tout ça aussi. Donc, c'est vraiment très important, ce lien, effectivement, autour des repas. Et puis, surtout, on va respecter aussi beaucoup, toujours pareil, l'enfant, sa fatigue, le moment. C'est pareil le soir quand les enfants sont un peu fatigués parce qu'ils rentrent de la crèche. On n'essaie pas de forcer parce que je viens de dire qu'il fallait absolument introduire les morceaux, qu'il fallait absolument faire ça. Il faut aussi s'adapter, c'est-à-dire qu'on commence par des choses, avec des morceaux, avec des choses comme ça. Et si on sent que l'enfant est trop fatigué, ce soir-là, on ne le fait pas. Ou alors, on finit le repas en écrasant un petit peu à la cuillère. On doit vraiment écouter les signaux de son enfant.
sa satiété, les signaux, et pas être que sur des chiffres, que pas être sur des choses qui sont très carrées. Le docteur Garcet a dit qu'il fallait absolument introduire les morceaux, et donc voilà, on y va, mais on s'adapte aussi, et on se fait accompagner si besoin. Très bien. Et donc, c'est le moment où on tord le cou un peu à cette vieille injonction, ne joue pas avec la nourriture, finalement. Ne joue pas avec la nourriture, oui, exactement. On va jouer avec la nourriture. On laisse l'enfant jouer avec la nourriture, et c'est bien. En fait, l'éducation de jeter ou de jouer, alors ça vient beaucoup plus tard. L'éducation de l'enfant qui doit être propre pour manger, ben non, pas à cet âge-là. Là, on met un grand tapis, on met un grand bavoir. Et j'ai une amie qui me disait il n'y a pas très longtemps qu'effectivement, il y en avait partout autour parce que sa petite fille, effectivement, on mettait partout. Et ça, on s'en fiche. Donc, on joue avec la nourriture quand on est tout petit et qu'on découvre, parce qu'on reparle donc de ces découvertes sensorielles. D'accord, très bien, merci de nous avoir rappelé tout ça. Et alors, en tant que parent, on a parfois un petit peu peur d'introduire les morceaux parce qu'on redoute les fausses routes ou que le bébé s'étouffe un petit peu. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, pour nous rassurer ou nous expliquer comment éviter ça ? Si on prend déjà, si on fait attention à toutes les consignes que j'ai un peu données tout à l'heure sur effectivement la position déjà, et sur le fait de connaître son enfant, de ne pas forcer un enfant à manger des morceaux alors qu'il n'a pas passé les étapes d'avant et qu'il n'est pas capable de le faire. Si on donne des morceaux qui ne sont pas trop gros, qui dépassent 3-4 cm, et notamment quand ils sont ronds, on ne va pas donner un morceau de raisin entier à un enfant parce qu'il sait manger des morceaux, par exemple. Donc on doit faire attention effectivement à un peu tout ça. Et donc si on fait attention à la position et aux consignes, les risques de fausse route sont quand même très, très rares. D'accord. Et par exemple, quelque chose qui peut être juteux quand on le croque, ou quelque chose qui peut se faire s'étouffer un petit peu le bébé, on panique pas, ça peut être normal. Alors, il faut pas paniquer, effectivement, parce que parfois, on panique et c'est là où on va faire peur au bébé et ça va. Et puis, on en vient à ces réflexes nauséeux et ces haut le cœur un petit peu, qui sont des surprises sensorielles. Par exemple, le jus, si on donne un peu une clémentine et que l'enfant, il suce le jus et qu'il l'avale un peu trop vite, où il est un peu surpris par ça. Il y a ce côté bitexture dont on a parlé, où effectivement, où en fait, c'est pas un réflexe nauséeux parce qu'il va faire une fausse route et du coup, on arrête toute l'introduction des morceaux. C'est parce que c'est une surprise sensorielle. C'est un réflexe nauséeux, en gros, sensoriel. C'est une réaction parce qu'il y a une surprise et donc c'est un réflexe. Ce réflexe, il disparaît normalement avec le temps. S'il est très persistant et qu'on n'arrive pas à introduire les morceaux, c'est là où effectivement, on peut s'inquiéter d'une problématique et là, on va demander à un professionnel de santé de s'en occuper. Mais et donc on fait toujours attention à bien cuire les aliments, à essayer d'enlever effectivement des petits morceaux qui pourraient être délétères pour certains enfants, mais pas sur tous, qui pourraient être délétères parce que ça leur occasionne effectivement un petit réflexe nauséeux. En tout cas, on ne s'arrête pas devant un réflexe nauséeux dès la première fois. Et puis, les parents ne font pas toujours confiance à leur enfant. Il y a des fois, ils ont tellement peur qu'ils arrêtent tout, alors que l'enfant, c'est un apprentissage. On en revient toujours pareil. La première fois, il est surpris, il a un petit réflexe nauséeux. Et puis la deuxième fois, effectivement, il va comprendre, il va essayer et il va s'y faire. Et voilà. Et puis, il faut revenir en arrière sur les étapes. On reviendra un peu en arrière sur les étapes. Si ce morceau-là, il n'est pas passé, on revient un petit peu au grumeleux. On essaie des gâteaux secs, par exemple. Les gâteaux secs, l'enfant, il va croquer un gâteau sec et qui va ramollir en bouche. Et donc, ça veut dire qu'il va le mâchouiller, il va comprendre texture dure, texture qui devient molle et j'avale. Donc, on s'adapte à l'enfant. Très bien. Alors, pour résumer, on fait confiance à notre enfant, mais on l'accompagne absolument parce que c'est un apprentissage. On ne se décourage pas s'il y a des petits réflexes nauséeux, haut le cœur, ce sont des surprises sensorielles et pas forcément un refus catégorique des morceaux. Et on crée l'environnement propice aussi, le dos droit, la maman ou le papa présent à ce qu'il fait. On peut jouer avec notre enfant. Et si malgré tout ça, le bébé refuse les morceaux, est-ce que ça peut arriver? Et dans ce cas-là, on ne le force pas? Comment on fait? Non, on ne doit jamais forcer. Le forcing est vraiment, vraiment, vraiment très délétère. Mais comme je viens de le dire, on va essayer
d'évoluer de manière plus progressive et on va essayer de faire des apprentissages petit à petit. On va toujours travailler aussi la sensorialité non alimentaire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un enfant qui a du mal à prendre, par exemple, des textures un peu collantes, épaisses. Quand vous parlez de texture collante, vous faites référence à quel genre de texture, par exemple ? Au fromage fondu, ou à la confiture. Voilà. Mais le fromage fondu, certains enfants ont du mal à l'accepter, ont des réflexes nauséeux parce que c'est très épais, ça colle dans la bouche. Et donc, du coup, on va éventuellement essayer de passer par des textures non alimentaires pour pouvoir la pâte à modeler. Alors, pâte à modeler chez le tout petit, c'est peut-être un peu compliqué, mais on va passer par des textures, effectivement, comme la peinture à doigts, et pour pouvoir travailler, effectivement, l'acceptabilité, toujours pareil, en sensorialité, d'une texture sur les doigts collante qui va faire que l'enfant va plus appréhender en bouche petit à petit. Donc ça, voilà, c'est une technique qu'on peut avoir. Et puis, sur l'introduction à un enfant qui est un peu en difficulté, s'il a des difficultés pour introduire des morceaux, un peu de légumes et de choses comme ça, on revient sur ces textures un peu sèches qui ramollissent en bouche, comme les gâteaux, qui vont effectivement être mâchouillés, croqués, et que l'enfant va apprendre à avoir une texture sèche, dure, qui va ramollir en bouche et après déglutir. Donc, c'est un premier apprentissage. Et au fur et à mesure, il apprend et il saura faire un petit peu plus après avec des petits morceaux. Ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Alors, je crois qu'on est un peu rassurés. Et alors, en revanche, à partir de quel âge ou dans quel cas il faut qu'on s'inquiète pour le coup à juste titre quand est-ce qu'on peut parler de troubles vraiment ? Alors, il va y avoir des petits signaux d'alerte qui vont être que justement, normalement, les morceaux doivent être introduits avant l'âge de 10 mois. Les purées épaisses doivent être introduites avant 8 mois. Donc, effectivement, un enfant où on n'y arrivera pas après répétition et familiarisation, à ce moment-là, effectivement, on va un petit peu s'inquiéter. Un réflexe nauséeux qui persiste et qui est très long, on va effectivement un peu s'inquiéter. Un enfant qui a du mal à introduire les morceaux, les purées épaisses et en plus qui ne porte pas les objets à la bouche, oui, effectivement, on va commencer à s'orienter un peu vers les troubles alimentaires pédiatriques. Mais vraiment, cette introduction des morceaux, elle est très, très importante. Et moi, j'aime beaucoup parler de prévention parce que en plus, si on dépiste très tôt ces enfants qui sont en grosses difficultés, on va demander à un professionnel de santé de l'accompagner. Et on sait qu'en termes de rééducation, si on arrive trop tard et qu'on est avec un enfant de 18 mois, 2 ans qui refuse les morceaux, la rééducation sera plus difficile que si on a commencé à s'en occuper vers 10 mois, vers 10-12 mois. Donc, c'est très, très important de s'occuper de tout ça dès le début et donc de passer par toutes ces étapes de développement. C'est comme un enfant, quand il apprend à marcher, effectivement, on va faire un peu la même chose. Alors, pour conclure, donc, finalement, on fait évoluer les textures dès le début de la diversification. Ça, c'est un point important. Le premier point important, c'est l'introduction des morceaux doit se faire avant l'âge de 10 mois et on fait évoluer les textures dès l'âge de 4 mois, ensuite à 6 mois, ensuite à 8 mois, ensuite à 10 mois, avec une progression avec des morceaux de plus en plus fondants, qui sont de moins en moins fondants, et puis pour aller vers des morceaux qui sont un petit peu plus durs. Surtout, on n'attend pas d'avoir des dents pour introduire les morceaux. Et on rappelle aussi que du coup, on peut trouver le plaisir dans tous les sens, dans la sensorialité globale du bébé. On ne le laisse patouiller, on le laisse toucher les aliments avec ses mains. Exactement. Ça, c'est aussi sur lequel j'ai insisté. J'espère avoir suffisamment insisté pendant tout ce podcast. C'est vraiment l'enfant doit découvrir, doit s'amuser, doit avoir cette notion de plaisir, de toucher les aliments, de patouiller, de mettre en bouche avec les morceaux et puis avec les morceaux, puis avec tout ce qui est non alimentaire, de pouvoir jouer. C'est vraiment extrêmement important pour la découverte du bébé, pour le plaisir. Et puis, c'est très important toujours d'avoir ce plaisir avec la maman, avec le papa, d'être ensemble, d'être avec la famille, avec le grand frère, avec la grande sœur, de favoriser le fait qu'il soit à table, qu'il soit dans une bonne position, qu'il y ait un grand nombre d'échanges. Et puis, dans cet apprentissage, il faut vraiment, vraiment savoir qu'on y va, on force pas et on l'aide s'il a des difficultés, mais
et on avance. Et on ne se décourage pas si c'est un peu difficile. Et puis si vraiment c'est difficile, on demande à un professionnel de santé, c'est très important. Et puis manger, c'est un grand plaisir et on aime tous manger. C'est vrai. Et c'est des grands moments de partage et des grands moments de bonheur aussi à partager avec nos enfants. Et merci beaucoup, Dr Garcet, pour toutes ces informations qui vont aider et aussi rassurer les parents qui nous écoutent. Merci à vous, chers auditeurs. C'était le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina.